17 juillet. Et quand je suis juste avant la frontière, j'ai dit je vais peut-être prendre la petite frontière. Et le dernier moment, j'ai sorti de l'autoroute pour prendre la petite frontière. C'est mercredi midi que Willy Voet, masseur de Festina de nationalité belge, a été arrêté. Quand je suis arrivé vers la frontière, je vois un type au bord de la route. C'était très tôt, c'était 6h30 le matin. Et quand je m'approche, je vois que c'est un douanier, il m'arrête. Je le sentais que c'était mal barré parce que au bord de la route, dans le buisson à droite, il y avait 3 autres douaniers dans une fourgonnette. Ils sont venus vers moi, ils ont ouvert la voiture, ils savaient bien qu'est-ce qu'ils cherchaient, quoi. Je le sentais que, voilà, je dis là, je suis mort. Et il faisait quelle tête à ce moment-là? Il était comment? Il commençait à trembler. Ah oui? Un peu. Il commençait à trembler, puis pour nous, c'est un signe. Donc on s'est décidé de partir au bureau. Il se fait choper quand même, rappelons-le, avec plus de 400 produits différents. 234 doses de PO, 180 d'hormones de croissance, 160 de testostérone. Enfin bon, l'arsenal total. J'essaie de noyer le poisson. J'essaie de rien dire. Je pense à mon équipe qui est partie en Irlande en avion, qui sont prêts pour gagner le tour. Et moi, j'essaie de sauver le meuble. Mais ça ne marche pas. Les mecs, ils sont pas nés d'avant-hier, voilà. Coup d'envoi demain de la 85e édition du Tour de France. Pour la première fois, le Tour partira d'Irlande, le prologue à Dublin. Le soigneur de l'équipe Festina est immédiatement placé en garde à vue dans les locaux du SRPJ de Lille. Une information pour le moment totalement gardée secrète. Ni les médias, ni les responsables du Tour de France ne sont dans la confidence. Et c'est donc dans la joie que se prépare le départ de la Grande Boucle. C'est vraiment un grand honneur que l'on nous fait. C'est quand même la plus grande course cycliste au monde qui partira d'Irlande. Sincèrement, je me faisais fête d'aller montrer ce beau produit sportif qu'est le Tour de France à mes amis irlandais, voyez-vous. Et comme c'était à l'étranger, c'était nouveau, c'était un challenge pour un organisateur. Donc j'étais motivé par ça, essayer d'apporter quelque chose de la France qui soit plaisant. Et puis en Irlande, il y avait Sean Kelly, il y avait Stéphane Roche, il y avait une petite tradition de cyclisme. J'étais content, si vous voulez, d'aller en Irlande. Mais l'excitation sera de courte durée pour le directeur du Tour de France. Le 10 juillet, 24 heures avant le départ, les premières fuites de l'arrestation de Willy Voet circulent dans la caravane du Tour de France. Nous étions en train de regarder avec les officiels du Tour et les officiels irlandais à Dublin, nous étions en train de regarder la présentation des équipes. Et nous avons vu s'amonceler les médias, de plus en plus de médias. Jean Montois de l'agence France Presse qui me fait un petit signe de venir le rejoindre. Je me lève et je vais le rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, est-ce que tu as entendu parler qu'un soigneur de l'équipe Festina aurait été arrêté à la frontière franco-belge? Première nouvelle, je ne savais pas ça du tout, bien entendu. Je regarde, je dis non, je ne sais pas. Il est revenu, il nous a dit, il y a un gros problème, il y a une voiture qui a été arrêtée. Dès le soir, pour autant je me souvienne, j'en ai parlé à celui qui, au sein de notre société d'organisation, Jean-François Pécheux, est directeur des compétitions, assure le relais avec les équipes. Pécheux téléphone à Bruno Roussel. Bruno, il semblerait qu'il vous manque une de vos voitures. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'entend répondre non, tout va bien, tout est en ordre. Et le lendemain, Jean-Claude Killy et moi, qu'est-ce qu'on fait? On convoque Bruno Roussel très tôt le matin. Bruno Roussel nous rejoint à l'hôtel où nous étions. Les yeux dans les yeux, Jean-Claude Killy, Bruno, tu dois nous dire ce qu'il se passe dans ton équipe. Et Bruno Roussel répond, rien, tout est normal. Mais très vite, les suiveurs doivent se rendre à l'évidence. Coureurs, journalistes, publics, tous ont maintenant l'information de l'arrestation de Willy Voet, mais aucun ne comprend encore l'ampleur du scandale. Depuis ce matin, au sein du peloton, toutes les discussions tournent autour de l'affaire Festina. La direction de l'équipe tente de protéger le groupe et temporise avant de faire face éventuellement à la police. Les bruits ont commencé à circuler dans la presse. Donc Bruno Roussel nous a réunis pour nous raconter ce qui s'était passé et puis qu'il fallait qu'on se prépare à recevoir des dizaines et des dizaines de journalistes qui allaient nous poser des questions assez embarrassantes. On travaille beaucoup pour faire ce qu'on fait. Donc la moindre des choses, c'est de respecter ce qu'on fait déjà. Et tant que la justice ne doit pas inculper ou déclarer coupable, je crois que pour l'instant, il faut attendre les résultats de l'enquête et on verra. Le lendemain matin, il y avait le village du Tour. Et des proches, ils sont allés. Et lorsqu'ils sont revenus, ils m'ont dit, mais il y a eu un sentiment d'impunité incroyable. Ça rigole.
Pas une seconde, on a pensé à l'ampleur que ça allait prendre. On était vraiment dans notre bulle. Et puis tout ce qui se passait autour, on se disait qu'en fin de compte, tout allait s'arranger. Et puis voilà, on allait continuer notre route. Tout le monde pense que ça va être un incident sans conséquence, que les choses vont se régler, que tout va se passer comme d'habitude. Même son de cloche. Mais Marie-Georges Buffet a décidé cette fois de ne pas enterrer l'affaire. D'autant plus qu'un mois avant, la ministre de la Jeunesse et des Sports a fait voter par le Sénat et dans l'indifférence générale, une loi renforçant sa lutte contre le dopage. L'affaire Festina tombe à pic pour mettre en lumière son combat. Si les quantités annoncées, on m'a parlé de plus de 400 produits, ça serait vraiment, par l'importance, une affaire extrêmement grave. Et il faudrait aller jusqu'au bout de l'enquête pour savoir à qui ces produits étaient destinés. Je sais, sans avoir besoin de le demander, que l'affaire ne sera pas étouffée, pour dire les choses clairement. C'est une volonté politique immédiate. Enfin, dans mon esprit, je pense que je suis à peu près en corrélation avec ce qui se passe du côté du gouvernement. Et à aucun moment, en tous les cas dans les premières heures, je me dis « Oh là là, cette affaire, ils vont l'étouffer ». Ça me confirme surtout qu'il faut être très déterminé dans la lutte contre les pourvoyeurs de ces produits dopants, qui amènent ces produits dopants vers les sportifs. Quand l'affaire Festina a éclaté, ce qu'elle a vu, c'est 1, la protection des coureurs, 2, la protection du sport en tant que tel, et 3 aussi, ne l'oublions jamais, la protection du Tour de France lui-même, qui quand même est un patrimoine national, n'en déplaise à certains. Tout ce que les sportifs vont pouvoir lui dire en termes de pression, d'explication, oui mais c'est la famille, ce sont les habitudes. Non, c'est pas son problème. Son problème même, c'est de régler politiquement une situation d'urgence absolue. Il y a eu une réunion à Matignon avec monsieur le Premier ministre Lionel Jospin. Je me rappelle, il y a un membre de son cabinet qui était un peu sur l'idée, mais enfin le dopage, c'est comme la drogue douce, enfin, etc., qui banalisait beaucoup. Le Premier ministre était sur l'idée, est-ce que quand on fait quelque chose comme ça, il faut aller au bout? Est-ce que tu es capable d'aller au bout? Bon, je l'ai rassuré en lui disant que la loi nous permettait d'agir pleinement, d'aller et de porter ce dossier. Depuis la veille, une information judiciaire est ouverte. Willy Bott, le soigneur de Festina, vient d'être mis en examen. Premier épisode, détonateur d'une crise qui ne fait que commencer. La justice, elle aussi, a décidé d'aller jusqu'au bout de l'affaire et c'est au juge d'instruction, Patrick Kay, que revient la lourde charge d'instruire le dossier. Je considérais le dossier de l'équipe Festina comme un dossier de stup. Je me suis dit dans mon esprit, je ne vois pas pourquoi on va me dire d'aller jusqu'au fond pour reprendre l'expression de certains collègues du parquet pour des petits rebeux qui vendent de l'herbe dans les cités proches de Lille. Et pourquoi moi je n'irai pas jusqu'au bout pour l'équipe Festina? Il n'y a pas mort d'homme. Pourquoi on ne mettrait pas à jour ce système-là? Les policiers du SRPJ de Lille ont maintenant le feu vert pour continuer leur investigation. Le juge d'instruction est convaincu et la ministre de la Jeunesse et des Sports ira jusqu'au bout. L'équipe Festina est dans la ligne de mire de la justice, d'autant plus que Willy Bott, le soigneur de l'équipe, a craqué en garde à vue et commence à révéler l'importance du système de dopage. Les policiers attendent de pied ferme le retour de la caravane du Tour de France sur le sol français. 14 juillet, crispant pour Festina. L'affaire de dopage qui ternit ce début de Tour de France rebondit. Le soigneur affirme avoir agi sur ordre de ses employeurs. Démenti immédiat de ces derniers, la direction de l'équipe cycliste reprend l'initiative. Son PDG veut être entendu le plus vite possible par le juge d'instruction en charge de l'enquête. En attendant, le directeur sportif tente de faire front. Je me souviens encore que dès le départ de la première étape en France à Roscoff, je suis allé voir Bruno Roussel. Bruno, tu es au courant de tout ce qui se dit, nous aussi. Qu'est-ce qu'il en est? C'est catastrophique pour vous, catastrophique pour ton sponsor, catastrophique pour le public français, catastrophique pour le Tour de France. À votre place, lui dis-je, je me retirerai de la course. Alors il me dit, bon écoute, je vais avertir notre sponsor, M. Rodriguez, réponse ce soir. Le soir, je vais le voir. Alors, M. Rodriguez a dit que nous continuons comme ça. Personnellement, je ne suis pas sûr qu'il ait appelé, mais ça n'engage que moi. On débarque tous en bateau. D'ailleurs, on rigolait beaucoup sur les bateaux, parce que l'affaire, ça y est, on savait que ça s'était produit. Moi, j'ai entendu des choses invraisemblables, que certaines équipes balançaient des valises entières
par-dessus les bateaux, quoi. On se disait que les poissons allaient avoir des maillots à pois. Enfin, vous voyez, cet état d'esprit un peu très, très étrange. Donc quand on arrive côté français, la plupart des caravaniers, des journalistes embrassent la terre de France parce qu'elle est championne du monde, et Bruno Roussel, lui, il part encristé quand même. Il part avec les menottes. Comment réagissez-vous, monsieur Roussel? La police ne le laissera pas s'exprimer. Abasourdi, Bruno Roussel a tout juste le temps de prendre un pull. Le directeur sportif de l'équipe Festina vient d'être interpellé à quelques dizaines de mètres à peine de la ligne d'arrivée. C'est con à dire, mais presque on s'en foutait. Sur le moment, on s'en foutait. Aujourd'hui, je me dis, ces mecs, ils ont été extraordinaires. Ils ont battu une équipe, ils ont vécu pour une passion. Cette passion, elle les a emmenés en prison. C'est pas des criminels, c'est pas des voyous, on n'a volé personne. Mais je me dis ça aujourd'hui avec le recul, avec l'âge. Mais sur le coup, on se rend pas compte. 20h15 hier soir. Le sourire figé, Bruno Roussel part pour la prison d'Arras, où il passera la nuit. Nous sommes dès lors convaincus que, effectivement, il y a quelque chose de trouble au sein de l'équipe Festina, que ce que les douaniers ont trouvé était probablement la démonstration qu'il y avait du dopage au sein de l'équipe Festina. Et à ce moment-là, reviennent les images du Tour 97. La domination outrancière de l'équipe Festina. Et là, on se dit, ah ben, peut-être que tout s'explique, voyez-vous. La machine à réflexion se met en marche. Je repense à Richard Virenque, je repense à cette équipe Festina de l'année d'avant, qui manque de renverser la table, de battre la Télécom de Jan Ullrich et de Björn Rich, je vous invente rien. En effet, un an auparavant, l'équipe Festina avait survolé le Tour avec un leader, Richard Virenque, devenu une idole. Des performances qui font de Festina l'une des équipes favorites de ce Tour de France 1998. C'est la force de frappe numéro 1. Ils gagnent partout, sur tous les plans, sur tous les terrains. Ils ont des grands noms, ils ont Dufaux, ils ont Mayer, Pascal Hervé, le lieutenant de Richard Virenque. Si je ne me fais pas arrêter par la douane, on avait 3 coureurs pour gagner le Tour cette année-là. On avait Alex Zoule, on avait Laurent Dufaux qui marchait super bien et Richard Virenque. Je pense que ça pouvait être la consécration de l'équipe Festina, oui, parce qu'on avait tout fait pour. Donc nous, on était presque sûrs de gagner. Mais voilà. Le médecin de l'équipe de Festina, Eric Rickert, a été emmené... Mais au lieu de victoire, l'équipe Festina doit continuer la course sans son soigneur, sans Bruno Roussel et sans le docteur Reichert, arrêté lui aussi à l'arrivée de l'étape de Cholet. Comment réagissez-vous, monsieur Roussel? J'attendais ce moment. Vous l'attendiez, et alors? Oui. Nous y voilà. Nous y voilà, mais Bruno Roussel s'attendait à une simple audition. Or, il est placé en garde à vue. Une garde à vue qui pourrait durer 4 jours. Un Bruno Roussel qui ne va pas tarder à passer aux aveux. Au début, bien sûr, il a contesté les faits et il m'a demandé une chose exceptionnelle qui n'était pas possible alors à l'époque, de téléphoner à sa femme. En dépit du code de procédure pénale, je lui ai donné l'autorisation de téléphoner à sa femme parce que j'estime que les rapports familiaux dans ce cas-là sont très importants. Une fois qu'il a parlé à sa femme, qu'il est rentré en contact avec sa femme, il a effectivement reconnu l'intégralité des faits. M. Bruno Roussel a expliqué aux enquêteurs, lesquels avaient les éléments, les conditions dans lesquelles une gestion concertée de l'approvisionnement des coureurs en produits dopants était organisée entre la direction, les médecins, le soigneur et les coureurs. En tant que directeur sportif, je savais que l'équipe Festina, il fallait qu'elle fasse parler d'elle. Nous avions des grands champions, notamment Virenque, notamment Zoule, notamment Hervé. Il faut que l'équipe Festina tourne bien. Quand j'apprends par téléphone de ma rédaction que Bruno Roussel est arrêté, qu'il est interrogé, je me souviens très très bien que je leur dis Bruno va tout raconter. Bruno Roussel est immédiatement placé en détention provisoire, mais ces révélations déclenchent une véritable tempête médiatique et le public découvre une mécanique diabolique qui s'est mise en place au sein de l'équipe dès 1994. Quand je suis arrivé en 1994 chez Festina, l'équipe n'était pas au mieux. On avait un contrat d'1 an, moi j'avais déjà 29 ans pratiquement. Donc on dit, ben voilà, on n'a qu'1 an de contrat. Il faut absolument qu'on fasse une belle année pour que le sponsor reparte l'année prochaine et puis qu'on ait tout du boulot. Puis on dit, bon, tu t'inquiètes pas, on maîtrise tout. On maîtrise le matériel, on maîtrise les courses, on va s'occuper des déplacements, on va mettre tout en œuvre, on a des médecins qui te suivent. Et là, depuis les années 90, il y avait des choses qui se passaient dans le vélo. On voyait des équipes qui dominaient,
des coureurs qui faisaient des numéros exceptionnels. Donc tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils prennent? Puis de fil en aiguille, t'en arrives, le médecin il te dit ben oui mais eux je crois qu'ils font ça. Donc tu mets en place un système. Ça commençait à être la mode de l'EPO. Donc ce docteur-là, Reichardt, il savait comment ça marchait. Il pouvait avoir le produit et tout ça. Et ils ont discuté avec certains coureurs. Ce qui était bien, c'est que Bruno Roussel ne voulait pas que ses coureurs aillent trafiquer chacun dans leur coin. Ce qui se passait dans beaucoup d'équipes. Et c'est ce qui se passait dans le vélo avant. Chaque coureur avait son soigneur attitré qui transportait sa petite pilule de machin. Là. Bruno Roussel, il a voulu centraliser tout parce qu'il voulait tout contrôler. C'était tout à son honneur. Il ne voulait pas que ses coureurs ne fassent n'importe quoi et qu'il y ait des accidents. Donc voilà comment on en arrive à un système médical organisé. Il prenait au quotidien une quinzaine de cachets par jour au petit déjeuner. Vous imaginez, vous, quand vous avez votre bol de café le matin, vous devez d'abord vous avaler une quinzaine de pilules avant de commencer la journée. Pour se procurer les produits, l'équipe se tourne vers un laboratoire au Portugal et c'est à Villivoute qu'est confiée l'intendance. C'est moi qui les gardais. D'ailleurs, il y en avait plein dans mon frigo à la maison. Donc chaque fois que le docteur il avait besoin ça comme produit, on se téléphonait et moi je prenais tout ce que j'avais besoin. Et voilà. Et on partait pour un tour. Il avait des carnets. Donc dans ces carnets, il notifiait absolument tout ce qu'il donnait enfin ce qu'il donnait ou ce qui était donné aux coureurs. Alors, voilà, vous voyez, Tour de France 97. J'ai tout marqué. Pourquoi? Pour avoir les comptes déjà, pour eux qui payent. Et deuxièmement, c'était une sorte fiche de suivi médical, si on veut. Parce qu'on sait que celui-là, il a fait ça pour cette course-là, le résultat, il était là, pour savoir, pour avoir un contrôle de tout, le résultat et le prix à payer. C'est pour ça que j'avais pris ça, et à la fin de l'année, je faisais un compte-rendu, et on savait qui devait payer quoi. Dans chaque course, tu ramènes des prix. Et il y avait un pourcentage des prix qui servait à payer les produits dopants, mais la grande majorité, c'était l'équipe qui payait. On n'avait aucun souci à payer pour payer les produits dopants. C'était pas pris sur notre salaire, c'était juste ce qu'on pouvait gagner dans les courses. Pour être organisé, c'était organisé, hein. Ça c'est vrai. On passait, il n'y avait pas de semaine où on ne faisait pas 2-3 contrôles sanguins. Une organisation parfaitement rodée dans laquelle Richard Virenque conserve son rôle de leader. Il s'en fout, ses équipiers, il faut qu'ils soient bien pour lui, qu'ils marchent. Par exemple, demain c'est une étape de montagne, demain il faut 4 mecs pour m'emmener là-bas et il me faut 2 autres pour faire le 2 ou 5 km de col le premier. Donc il dit, le mec, je compte sur vous. Les mecs, ils ont un peu peur et voilà quoi, qu'est-ce qu'on fait? On prend un biberon, hein. Les aveux de Bruno Roussel révèlent au grand jour un système de dopage organisé dans lequel les coureurs sont totalement impliqués. Pour les organisateurs du Tour de France, la situation devient intenable et Jean-Marie Leblanc décide d'agir. J'ai pris connaissance de ces aveux par une dépêche d'agence et je me suis dit aussitôt, et je l'ai dit à mes collaborateurs, nous avons maintenant la raison pour sortir. Sur le coup, il était tard, je sais pas, 22h, 22h30, encore une fois, avec l'approbation du président du jury des commissaires. Je lui rends hommage car il a été immédiatement courageux. Il n'a pas pris son règlement pour feuilleter les articles, voir si c'était possible. Il nous a dit simplement, je partage votre décision, on y va. Qu'est-ce que vous allez faire, Richard? J'attends un papier de Jean-Marie Leblanc. Suivant ce papier, on prend le départ ou on rentre à la maison. Jean-François Pecheux est allé porter la lettre, le communiqué à Miguel Moreno, qui était le numéro 2 de directeur sportif de l'équipe Festina. Et Richard Virenque, bien sûr, qui est un peu le porte-parole de toute l'équipe, n'est pas d'accord. Tu en veux un taquet dans la gueule? Me mettre un micro dans la gueule. Le champion veut absolument prendre le départ de l'étape. Une question d'honneur. Non, mais il faut pas prendre un bus, il faut prendre des bagnoles. Ou alors elle nous suit, parce que si c'est bloqué... Ouais. Au cours du trajet, le scénario est différent. Au téléphone, avec Jean-Marie Leblanc, ils décident tous les deux de se rencontrer. Écoute, lui dis-je, quand je suis venu en reconnaissance il y a quelques mois, j'ai vu qu'à tel endroit il y avait un petit bistrot
Eh ben, rejoignons-nous chez un carrefour, chez Gilou, on prendra une salle à part et on discutera. Un café à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Qui nous a rencontrés, sans journaliste, sans rien, il nous a dit les gars, il faut arrêter. Ça prend trop d'ampleur, le tour est plombé, il faut que le tour continue, arrêtez-vous, vous reviendrez l'année prochaine. Dans ses yeux, il y avait de la tristesse, et puis il nous a fait comprendre que vous reviendrez l'année prochaine, les gars. C'est pas facile quand même, c'est pas facile. Je me souviens, il y en avait un d'entre eux que je ne citerai pas qui me dit, tu te rends compte Jean-Marie, je viens d'acheter une maison, j'ai des traites sur le dos. Bon, d'accord. Il était hors de question qu'on paye pour tout le monde. Willy s'est fait arrêter, il avait des produits dans son coffre. Pour nous, pour les autres, pour je sais pas qui, il s'est fait attraper. Pour nous, c'était plus notre problème. Il assume, nous, on va gagner le tour. Donc on voulait continuer. Et que la direction du tour est venue dire au revoir aux coureurs de Festina parce qu'individuellement, nous n'avons rien contre les coureurs. Simplement, collectivement, le groupe a commis une faute. Il a dû sortir du tour, c'est tout. De toute façon, quand on voyait tout ce bordel autour, on dit c'est pas possible de continuer comme ça. Ça devient n'importe quoi, donc tant qu'on rentre chez nous. Et puis Richard a dit allez, on rentre chez nous, c'est bon. Pour gagner le tour. Nous, on était là pour l'aider, avec tout ce que ça engendre autour. Hein. Évidemment que ça nous demandait beaucoup d'efforts pour l'aider. On voyait toute notre gloire s'en aller, toute notre petite fierté de... Parce que quand on parle de vous dans la presse, à la télé, tout ça, vous êtes fiers de vous? C'est à ce moment-là que le public a compris qu'il n'y aurait pas de coureur Festina. Et ça a été dur parce que j'ai été... Ça a commencé sifflé, hué, et ça a suivi dans les jours suivants, hein, bien entendu. Richard Virenque est un personnage éminemment populaire à l'époque. Il l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et quand il quitte le Tour en pleurs, je pense que les Français ne supportent pas cette idée. Ne supportent pas cette idée. Au nom de deux injustices. Un, c'est leur idole, et deux, pourquoi lui? Vous pouvez écarter un directeur sportif, vous pouvez écarter un soigneur, un médecin, un mécano, mais on ne peut pas écarter une légende, quoi. Enfin, c'était une légende vivante, c'était une légende ambulante à l'époque, Richard. Je me souviens que les jours suivants, sur ma voiture, quand les gens reconnaissaient la voiture rouge, ma voiture rouge, il y avait parfois des cailloux, il y avait des jets d'eau, etc. Des insultes, bien sûr, n'en parlons pas. Mais je pouvais comprendre, car d'un seul coup, ce bon public du Tour de France, on l'avait privé de son chouchou, Richard Virenque, et de son équipe préférée, les Festina. Donc il était incroyablement déçu. L'équipe Festina, écartée du Tour de France, les organisateurs pensent avoir éteint l'incendie. Mais les révélations de dopage au sein de l'équipe de Richard Virenque ont ouvert la boîte de Pandore et le Tour de France est plus que jamais en danger. Au même moment, le procureur de Reims réouvre une affaire concernant l'équipe TVM. En janvier 98, une voiture de l'équipe est arrêtée par les douanes, remplie de produits dopants, des similitudes évidemment troublantes avec le dossier Festina. Dès lors, plus aucune équipe n'est à l'abri de la justice et encore moins de la police. Et de 8 h ce matin, la deuxième perquisition du Tour de France est en cours à l'hôtel de l'équipe TVM. Des enquêteurs de la PJ de Toulouse et de Metz ont envahi les lieux à la recherche de produits dopants. Donc là, oui, il y a un vrai vent de panique, bien évidemment. On apprend tout et son contraire. Que Rodolfo Massi va être arrêté, qu'il est en train de dealer de l'EPO avec telle autre équipe, que ceci, que cela. Enfin, c'est un climat absolument apocalyptique. C'est une nouveauté que de voir des perquisitions dans les chambres d'hôtel, de voir des descentes de police, de voir des auditions de coureurs, de voir des directeurs sportifs qui sont emmenés et encadrés par la police, au vu et au su de tout le monde. C'est la stupéfaction générale. Tout sera fouillé en compagnie du directeur sportif de l'équipe. Ce dernier passera un dernier coup de téléphone avant d'être emmené en compagnie du médecin de l'équipe et d'un mécanicien. Vous avez Cholet, Pamiers, Albertville, Reims, il y en a partout. C'est-à-dire que partout où le Tour passait, il laissait derrière lui un coureur, un directeur sportif, un soigneur, je ne sais quoi, en incarcération, en audition, en mise en examen, en gardé à vue. Il y en avait partout. Là, nous ne sommes plus entre journalistes sportifs, pour dire les choses clairement. D'ailleurs, beaucoup de journalistes arrivent de Paris. Les rédactions envoient d'autres journalistes. On voit débouler, c'est le mot, une masse de journalistes qui ne connaissent pas bien le Tour de France, mais qui, par l'odeur alléchée, viennent tisonner un peu pour voir s'il n'y a pas des sujets d'intérêt croustillants à sortir. Et, en particulier, il y a une équipe de France 2 qui fait les poubelles dans un hôtel où il y avait des équipes. Des poubelles qui en disent parfois long sur ce que l'on ne voit jamais, l'autre visage du sport. Seringues, perfusion, ampoules, la pharmacie pour aller plus vite.
sur les boîtes le nom des coureurs et parmi ces boîtes, parfois, des produits interdits. Et le lendemain, j'ai encore quand nous sommes repartis, le souvenir est très vivace. Laurent Jalabert était porteur du maillot bleu, blanc, rouge de champion de France. Il avait le visage sombre. Il vient à ma portière. Est-ce que je peux prendre le micro? Et il dit, puisque nous avons le sentiment d'être traités comme du bétail, comme des tricheurs, etc., nous allons nous conduire comme tels. Et il n'en dit pas plus. Mais quelques kilomètres plus loin, à la sortie de Tarascon-sur-Ariège, le peloton fait un sit-in, s'arrête, s'assoit et dit « on ne part plus ». Au départ de cette 12e étape, des vélos à terre, des coureurs assis. Ce n'est pas une chute, mais une grève du jamais vu sur le Tour de France. C'est le ras-le-bol. Il y a eu 3 grèves des coureurs sur le Tour de France, dans l'histoire du Tour de France depuis 1903. En 78, il s'est mis en grève en raison de la longueur des transferts. En 66, ulcéré par l'instauration des premiers contrôles antidopage. Eh oui, comme quoi ça commençait déjà. Et cette fameuse étape. Et finalement, au bout de la discussion, un règlement temporaire intervient. Jean-Marie Leblanc a menacé de prendre des sanctions. Je pense qu'ils se sont passés à côté, ce jour-là, de leur prise de la Bastille. Plutôt que de s'en prendre aux journalistes, aux accusations, au juge Keil, à l'équipe Festina éventuellement, à Bruno Roussel, à je ne sais qui, ils auraient mieux fait de mettre crosse en l'air, vraiment crosse en l'air, comme les mutins, et de dire voilà ce qui se passe. Voilà quelle est notre vie, quelle est notre réalité. Le peloton redémarre, mais après 11 jours de course, la multiplication des perquisitions policières et l'acharnement des médias, les coureurs sont à cran. D'autant plus que le peloton a appris la mise en garde à vue la veille des 9 coureurs de Festina. L'équipe Festina au grand complet pénètre dans les locaux du SRPJ lyonnais. Il est 14h, les coureurs doivent être entendus comme simples témoins. On est tous là, les 9 coureurs qui ont été convoqués, quelques policiers, et puis d'un seul coup, tac, vous êtes en garde à vue. Garde à vue, ça fait peur. Hein. Quand tu es sportif, tu sais pas ce que c'est la garde à vue, pour toi, ça y est, t'es arrêté, on va me mettre en prison. Et j'avoue qu'avec Richard, on s'était fait à cette idée-là, donc on a regardé nos copains et on les a vus se défigurer. Et là, on est parti chacun dans une pièce avec 2 policiers et ça a été l'interrogatoire qui a commencé. On connaît l'adage, hein, celle de Guy Billard, hein, le premier qui dit la vérité, il est exécuté. Et il le savait pertinemment. Avec Richard, on s'était promis de ne jamais avouer parce qu'on ne voulait pas payer pour tout le monde. Et on n'a pas avoué. 10 heures de garde à vue, Laurent Brochard, Christophe Moreau et Armin Meyer ont craqué. Il est minuit lorsqu'ils quittent les locaux de la police. Je crois que c'est notre amitié qui nous a unis ce jour-là. Et on s'est dit non, on dira rien. Pourtant les policiers ont essayé, ça y est, Richard a parlé. J'ai dit bon, s'il a parlé, qu'il vienne devant moi raconter ce qu'il a dit. Puis moi je vous dirai ma version des faits. Puis en fin de compte, il s'est avéré que tout le monde a été libéré, sauf 2. Sauf 2 couillons qui ont été mis en garde à vue. Puis on a passé la nuit au poste. Ouais. Puis le lendemain matin, on a recommencé l'interrogatoire et puis ils ont vu qu'ils avaient affaire à 2 têtes dures. Là. C'est ce qui faisait aussi notre force sur le vélo. Hein. Jamais baisser les bras. Si en garde à vue, les coureurs ont avoué le système de dopage au sein de l'équipe Festina, ils ont également mis en cause les autres équipes. En particulier, Alex Zoulet, qui en profite pour accuser son ancienne équipe, la Once. Zoulet met au jour, voilà ce qui se passe dans mon équipe Once. Bon, c'est plus ou moins la même chose. Hein, sauf que c'est les noms de soigneurs et de médecins qui changent. Hein, voilà. On se dépannait entre nous. Avec des autres équipes. Des fois, quand on était en manque, on avait un calcul mal fait, il nous manquait certains produits. J'ai demandé à mon collègue de notre équipe, tu peux pas me dépanner avec 2 flacons de trucs? On se dépannait entre nous. Non, c'était généralisé. On s'est vraiment rendu compte qu'une large proportion du peloton du Tour de France était concernée, plus ou moins, par des pratiques dopantes. On m'a souvent posé la question, quelle était cette proportion? Est-ce que c'était 50%? Est-ce que c'était 100%? Bon, je suis encore aujourd'hui incapable de le dire, mais je pense qu'entre 50 et 100, on était plus proche de 100%. Le PO fait son apparition dans le sport de haut niveau au début des années 90. Sa première utilisation daterait des Jeux Olympiques d'hiver de Calgary en 1988. L'affaire Festina fait sortir de l'ombre ce produit dopant et révèle au grand public son utilisation massive dans le peloton. Le PO, c'est une hormone qui est sécrétée par le rein, et qui va booster la moelle osseuse
pour qu'elles produisent des globules rouges. Et dès le début, ils se sont un peu un coin, ils ont compris que ça pouvait leur servir, puisque l'effort physique intense, notamment dans les sports d'endurance, ont des muscles qui travaillent en permanence pendant un certain nombre de minutes. Et donc d'alimenter les muscles en oxygène de façon plus importante, eh bien le rendement est amélioré. Tu récupères mieux, tu peux t'entraîner plus longtemps. Parce que le dopage, en fin de compte, ce qu'il te fait faire, il augmente un peu. Certains, j'ai vu des mecs qui disaient que ça augmentait nos capacités de 20-30%. Ça nous permettait de récupérer beaucoup et de nous entraîner beaucoup. Je pouvais faire 35 000 km par an, sans problème. J'étais pas fatigué. Je rentrais chez moi le soir. J'étais frais comme un gardon. Je rentrais d'une course, c'était nickel. Le PO à l'époque, au début des années 90, était administré à des malades du sida, par exemple, en phase terminale. D'ailleurs, c'est un secret pour personne que la prise d'érythropoïétine dans les premières années faisait tellement peur, et aussi parce qu'il y avait eu beaucoup d'accidents, notamment aux Pays-Bas, que les coureurs étaient amenés la nuit à se lever à 2, 3 heures, 4 heures du matin pour faire du home training. Tout ça pour éviter les embolies pulmonaires à 4 heures du matin. C'était quand même... c'était dément, quoi. Mais à l'époque, le PO n'est pas détectable au contrôle antidopage. L'Union cycliste internationale tente de réagir en mettant en place un nouveau règlement. Dès 1996, les coureurs devront présenter un taux d'hématocrite, c'est-à-dire de globules rouges, dans le sang inférieur à 50%. Mais pour contourner les contrôles, les cyclistes sont pleins de ressources. Le fait d'avoir mis en place ce taux de 50% a été très mal compris. Et très mal compris, je crois, par un certain nombre de coureurs qui ont considéré que c'était pour eux une autorisation d'aller jusqu'à un taux d'hématocrite de 50%, alors que ce n'était pas du tout ça. À l'époque, on savait 2-3 heures avant qu'on devait être contrôlé. Chaque coureur, il y avait une perfusion dans sa valise pour pas perdre trop de temps, parce qu'on arrive le matin, il y a celui-là, ou celui-là, il doit être contrôlé. Pour pas être en cours de temps, on avait la perfusion prêt, on a enlevé un cadre de mur, on met la perfusion, pam, dedans, et 20 minutes après, c'était le taux de 54 et il était 51. Hein. On sait bien que c'était une mesure insuffisante, mais c'était déjà un premier pas, à défaut de lutter complètement contre l'utilisation de PO, au moins d'en réduire l'usage en attendant de pouvoir déceler complètement. Saisie, une valise médicale et des poubelles contenant des médicaments usagés dont on ignore encore la nature. En attendant l'identification de ces produits, les enquêteurs interrogeront les 3 hommes de l'équipe sur les événements de mars dernier. Un mécanicien de chez TVM avait alors été arrêté au volant d'une voiture chargée d'une centaine d'ampoules de PO, un produit dopant. Les policiers viennent interpeller les coureurs de l'équipe TVM, les emmènent à l'hôpital pour subir une série de tests ou d'analyses, etc. Des coureurs, même pas changés, on leur a pas laissé le temps d'enlever leur maillot, on leur a pas laissé le temps de se doucher, donc ils ont encore une fois l'impression d'être dans la ligne de mire, la cible, si vous voulez, des policiers en l'occurrence, et ça, les coureurs ne l'ont pas supporté. Un gigantesque amas, coureurs, spectateurs, directeurs sportifs, le peloton vient de s'arrêter. Le Tour est en émoi, les coureurs sont révoltés. Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour, lance un appel. Je vous demande, messieurs les accusés directeurs sportifs, mes amis, messieurs les coureurs, mes amis, je vous en prie, il reste 3 ou 4 jours pour que le Tour de France s'achève. À Paris, en apothéose, reprenez la route du Tour de France. Vous avez Laurent Jalabert qui décide d'abandonner, en présence de caméras et tout ça, laissant entendre que, effectivement, c'est un ras-le-bol total, la course est passée au second plan, on est traité comme du bétail, et bien on va se comporter comme du bétail. Donc il est excédé, il prend la tangente, et avec lui toute l'équipe, on le sait. J'estime que sur ce tour, j'ai plus rien à faire, et que vu la tournure des événements, il est préférable que je m'en aille. Donc voilà, je crois que je m'en vais et j'en paierai peut-être les conséquences, mais c'est pas grave. Manolo 16 a décidé de quitter le Tour de France en usant d'une formule élégante dont tout le monde se souvient. Je mets un doigt dans le cul du Tour de France. C'est très élégant. Bon, il s'en va, donc avec Laurent Jalabert, et il fait pression, ils me l'ont dit, sur 3 autres directeurs sportifs espagnols pour quitter le Tour de France aussi. Peu après, quelques kilomètres plus loin, il y a l'équipe Banesto, l'équipe espagnole, encore une équipe espagnole. Vous avez l'équipe Riso Scotti, ici, une équipe italienne, et ils se barrent.
J'ai vu arriver le directeur sportif de Kelmé. Kelmé, c'est une chaîne de magasins d'équipements sportifs. Manuel Rossel nous a menacé que si nous ne quittions pas le Tour de France, il ferait mettre le feu à nos magasins. Voilà. Bon. Donc on est obligé de s'en aller. On est navré, mais on s'en va. Est-ce qu'ils se barrent parce que, ouais, il y en a marre, on n'est pas traité comme on devrait l'être? C'est vrai. Mais est-ce qu'ils ne se barrent pas non plus parce qu'ils se disent, ils vont nous mettre le grappin dessus? Ces gens-là passent aux aveux, par équipe entière, voilà. Ils repartent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Symboliquement, les coureurs arrachent leur dossard. Plus loin, Bjarne Riis, porte-parole des coureurs, discute avec Jean-Marie Leblanc plusieurs fois. Il réclame des garanties, un adoucissement des méthodes policières. Et Bjarne Riis m'explique, on n'en peut plus, ce soir il y aura encore des interpellations, on arrête. J'ai un petit bout de chance, encore, c'est que dans ma voiture ce jour-là, j'ai un fonctionnaire de la préfecture de police qui aime bien le vélo, et la préfecture de police, c'est notre interlocuteur pour l'arrivée à Paris. Je l'avais invité, M. Niel, il est là, dit M. Leblanc, à tout hasard. Je crois savoir que ce soir, à Aix-les-Bains, il y aura peut-être encore de la police, mais pas pour les coureurs, peut-être pour un médecin ou pour un directeur sportif. Il me dit ça. Et je dis ça à Bjarne Riis. Bjarne Riis dit, viens leur dire. Je vais leur dire, écoutez messieurs, je ne peux pas vous donner de garantie formelle, je crois savoir que ce soir, il n'y aura rien contre les coureurs. Il y aura peut-être un truc contre un médecin. Le fil était tendu. Ils ont remis en route. Après 3 semaines de soubresauts et de rebondissements, le Tour arrive enfin à Paris. Mais ils ne sont plus que 96 coureurs à faire leur entrée sur les Champs-Élysées. Et comble de l'ironie, c'est Marco Pantani qui remporte la compétition, le grimpeur italien qui décédera d'une overdose de cocaïne 6 ans plus tard. C'est effectivement Marco Pantani qui gagne, bon, paix à son âme, mais je crois que l'enthousiasme n'était pas là. Et je me souviens, j'étais à l'arrivée, mais j'étais, je crois, assez stoïque en voyant ce qui se passait ce jour-là. On sent un sentiment de malaise. Je veux dire que lorsqu'on est dirigeant sportif et que l'on n'est pas capable de croire à la performance des sportifs, c'est quand même très difficile à vivre. Clap de fin pour le Tour de France 1998, mais pas pour la procédure judiciaire. 10 personnes sont mises en examen et déférées devant la justice, parmi lesquelles Bruno Roussel, Willy Vogt et Richard Virenque. Le Varois, pendant 2 ans, a nié farouchement s'être dopé. Il est devenu même la risée de toute la France. Et c'est dans cette atmosphère qui sort de l'ordinaire que s'ouvre le procès de Lille. Nous sommes le 10 octobre 2000. L'image de Richard Virenque au palais de justice de Lille. En mars 99 déjà, les journalistes se bousculaient pour l'obtenir. Et l'ancien leader de l'équipe Festina sera certainement l'homme le plus médiatisé de ce procès. Le procès Festina à Lille, quand il s'ouvre, c'est stupéfiant. Voilà, pas d'autre expression. Stupéfiant. Caméras, les camions de télévision, les cordons de sécurité quand même pour un procès. Bon, enfin voilà, 2 salles si je me souviens bien. Incroyable. Richard Virenque est poursuivi pour incitation à usage de produits dopants et complicité de détention de substances vénéneuses. Le coureur a toujours nié avoir triché. Pendant 3 semaines, il devra pourtant faire face à ses anciens dirigeants qui, eux, ont avoué. Je pense que la scène clé, c'est la présence des 2 professeurs en pharmacologie qui sont venus avec un tableau blanc et des feutres, détailler à partir des carnets de Willy Vogt la liste des produits, des substances emmagasinés par les coursiers, par les coureurs, sur certaines périodes de course ou autres. Richard Virenque au procès Festina va défiler toute sa vie cycliste par le biais des alambics, des perfusions. Et c'est De Le Goff qui lui dira, ben voilà, sur le Dauphiné, vous avez fait, selon les carnets de Willy Vogt, votre 500e de PO. Bravo, bonne fête, Richard Virenque. Le professeur est là, il écrit, il se retourne vers les accusés, là, ils sont là, bon, Richard Virenque, Pascal Hervé, Laurent Brochard, et il les regarde et il leur dit, médicalement, moi, le scientifique que je suis, ne peut pas vous dire les yeux dans les yeux ce que la prise de ces substances quotidiennes produira sur votre corps. Et là, Richard Virenque se décompose. Mais vraiment, il devient blanc, blême. Voilà. Et là, d'un seul coup, le dopage, et non plus la préparation, prend corps. Il m'a fallu quelques années pour me dire merde, pourvu que j'ai rien plus tard.
Pourvu que mes enfants n'aient jamais rien. Je touche du bois depuis que j'ai arrêté ma carrière, j'ai jamais été malade. J'ai jamais vu un médecin de ma vie. Enfin, de ma vie. Après. Donc, je me dis qu'après tout, la nature est bien faite. Mais on ne sait jamais. Il y a toujours ce risque qui plane au-dessus de nos têtes. Les mecs flippent, pour dire les choses clairement. Flippent, ils ont peur. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et que se passe-t-il le lendemain? Et là voilà, le lendemain, Richard Virenque passe aux aveux. À cet instant, la décision est prise. Richard Virenque veut en finir avec un système de défense le menant à l'échec. Je l'ai dit, parce que j'ai eu un coup de téléphone de Richard, j'étais chez moi, j'étais pas obligé d'aller au procès. Et un soir, il m'appelle, il m'a dit, j'en peux plus. Je vais leur dire. Et j'ai respecté une parole que je lui avais faite, je lui ai dit, bah, écoute, je serai là demain et puis je le dirai aussi. J'ai pris un train, Poitiers-Lille, TGV. Et puis, je l'ai dit. Comme lui. C'est Pascal Hervé qui lâche au cours de l'audience un « oui, je me suis dopé ». Le Poitevin reconnaît enfin avoir eu recours à des produits interdits. Et quand le président du tribunal m'a appelé et puis qu'il m'a commencé à me poser une question, c'est comme si j'étais devant une caméra de télé. J'ai regardé et puis j'ai dit, écoutez, je vais vous dire ce que tout le monde a envie d'entendre dire. Oui, je me suis dopé. Puis je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas dit. Parce que je voulais pas qu'on soit 9 couillons à payer. En décembre 2000, les condamnations tombent. Bruno Roussel est condamné à 1 an de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende. Et Willy Voet à 10 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende. Richard Virenque est lui relaxé, mais écopera d'une suspension de 9 mois et d'une amende de 4 000 francs suisses. Vous rentrez dans l'envers du décor. Et c'est là que vous dites, waouh, c'est ça le sport de haut niveau. Et Bémazette, ça fait 20 ans que je fais ça, et de manière très candide, et je constate tout ça, quoi. Là, c'est l'horreur. Ne mettez pas un œil dedans. Voilà. Gardez votre candeur, gardez votre enthousiasme et votre ferveur. Ne regardez pas comment se fabrique le sport de haut niveau maintenant, et c'est pire maintenant d'ailleurs. N'y allez pas, parce que sinon vous en sortirez dégoûté, vous couperez le cordon ombilical avec votre enfance, fatalement. L'affaire terminée, les instances décident de s'attaquer au problème du dopage. En mars 1999, l'Assemblée nationale vote la loi Buffet, renforçant la lutte contre les produits dopants. La même année est créée l'Agence française de lutte contre le dopage et en 2001, le test de dépistage de l'EPO est mis en place. La loi avait été votée à l'unanimité au Sénat, quelques semaines avant. Donc on avait réussi quand même à convaincre l'ensemble des forces politiques de ce pays d'engager ce combat. Alors il y avait eu des arguments contraires. Le principal argument employé, c'était de dire vous allez isoler, pénaliser les sportives et les sportifs français, puisqu'il n'y a que la France qui mène ce combat. Et on rétorquait, je rétorquais, mais il faut commencer, et puis l'Europe, et puis tout ça. Bon, ce qu'on a réussi à faire d'ailleurs. On sait très bien qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même circonstance que 1998. Je ne prendrai qu'un exemple, c'est qu'aujourd'hui, on a une conformité des produits interdits à l'échelle de la planète et aussi à l'échelle des sports. Rappelons-nous de Pedro Delgado en 1988, qui est déclaré positif pendant le Tour de France à un produit masquant qui s'appelle la probénicine. On découvre l'existence de cette substance, voilà, et qu'apprend-on? Eh bien que cette substance est interdite par le Comité international olympique, mais pas par l'Union cycliste internationale, la fédération de cyclisme. Voilà. Ça, ce sont des choses qui ne peuvent plus arriver aujourd'hui. Il est certain qu'au moment où on renforce la lutte contre le dopage, on s'est trouvé confronté à cette époque-là à l'opposition des coureurs et également des coureurs français. C'était déjà avant le Tour 98, parce qu'on avait déjà pris un certain nombre de mesures en 96 et 97, mais en 1999 notamment, ça a été très fort et il y avait une opposition forte. Et effectivement, Laurent Jalabert faisait partie des coureurs qui n'étaient pas d'accord avec les mesures qu'on prenait, qui n'étaient pas d'accord avec cette multiplication de contrôles urinaires, de contrôles sanguins. Donc c'est effectivement été difficile, mais on ne pouvait pas obtenir l'adhésion de tous les coureurs, c'était pas possible, puisque un certain nombre de coureurs étaient dans ce système. À partir du moment où ils sont dans le système, ils ont envie d'y rester, parce que la carrière d'un coureur, c'est court. Leur ajouter des contraintes, c'est pas ce qu'ils attendent de la part d'un dirigeant. Malgré ces avancées, depuis 1998 et l'affaire Festina, les affaires de dopage se sont succédées.
Alberto Contador, vainqueur en 2007 et 2009, a été suspendu pour dopage. Floyd Landis, maillot jaune en 2006, a été déclassé. Et Lance Armstrong, 7 fois vainqueur du Tour, a été déchu de tous ses titres. S'il y a autant de cas positifs, de cas de dopage dans le cyclisme, c'est parce que aussi le cyclisme est de très loin le sport le plus contrôlé. Plus vous contrôlez, plus vous avez de chances de trouver des fautifs, bien entendu. Ce n'est pas une excuse, car le cyclisme est culturellement, je crois, d'après mes lectures et d'après l'histoire du vélo, celui qui a beaucoup triché tout de même. J'aurais préféré très clairement rester enthousiaste par rapport aux performances des sportifs, plutôt que d'être aujourd'hui quelqu'un qui, par rapport au sport, reste passionné, parce que j'aime le sport, mais qui a souvent du mal à croire à la réalité de la performance. Et donc aujourd'hui, je m'emballe plus jamais. Les années qui ont suivi, j'ai toujours regardé le Tour de France, donc je l'avais toujours regardé, moi je me rappelle. Et ce qui m'a peut-être, les 2 dernières années, je le regarde quand même, mais je ne l'ai pas regardé avec tout à fait les mêmes yeux, c'est les maillots jaunes qui tombent 6 mois après. Au bout d'un moment, je me suis dit, zut, ça va quoi, les maillots jaunes qui tombent 6 mois après, j'en ai marre. On ne peut être que dubitatif, mais ils l'ont bien cherché. Ce sport souffrira toujours du discrédit. Est-ce que c'est irréversible? Je n'en sais rien. Mais le soupçon accompagnera toujours la performance sur le Tour. C'est inéluctable. 15 ans après, les aveux contraints et forcés de Lance Armstrong permettent de comprendre que les révélations du Tour de France 98 n'auront servi à rien et que le cyclisme est toujours malade de dopage. Aujourd'hui, Willy Vogt, le soigneur par qui le scandale est arrivé, habite toujours dans la région de Gap et il est devenu chauffeur de car. Bruno Roussel a quitté le monde du cyclisme et gère une agence immobilière à Vannes. Pascal Hervé, quant à lui, a réussi dans la restauration en ouvrant plusieurs restaurants à Limoges avant de tout quitter pour s'installer définitivement au Canada. Enfin, Richard Virenque est revenu sur le devant de la scène médiatique en devenant consultant et en participant à une émission de télé-réalité sans rien perdre de sa popularité. La Virenque Mania n'a pas pris une ride.